Le monde entier se rappelle où que vous étiez. Pour ceux qui évidemment étaient nés et conscients à ce moment-là, où que vous étiez, on se rappelle ce 11 septembre 2001 où des avions, 4 avions, en fait 3 avions, ont percuté les 2 tours du World Trade Center et le Pentagone, changeant en tout cas peut-être sinon la face du monde, de moins l'état des lieux et un bouleversement géopolitique qui s'en est suivi. On va en parler avec Alexandre Delval, géopolitologue, consultant et essayiste, et qui va sortir bientôt, et nous le recevrons pour ça, son nouveau livre « Vers le choc global » aux éditions de l'Artilleur. Alexandre Delval, on vous a toujours reçu avec plaisir, depuis le totalitarisme vert jusqu'au déclin de l'Occident, aux faiblesses de l'Occident. Vous les avez toujours étayés avec force. Et je voulais vous faire entendre quelque chose. Donc il y a eu le 11 septembre. Vous vous rappelez, c'était la fin de l'histoire selon Monsieur Fukuyama. L'Amérique était unique, on ne parlait même pas du monde multipolaire, et puis il s'est passé ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, nous sommes sous la présidence de Hunter Biden. Il était à Hanoï il y a encore 2 jours, il prononçait un discours et on entend ça. Let's see. I'm just following my orders here. Have a game plan. He may have a game plan. He just hasn't shared it with me. But I tell you what, I don't know about you, but I'm going to go to bed. Voilà, je suis les ordres, je sais pas ce que vous allez faire vous, mais moi je vais au lit. Il a interrompu sa conférence de presse et on se dit, attendez, l'Amérique des années 2000, 2001 et même avant, depuis 45, l'Amérique surpuissante. Et aujourd'hui, le président américain, l'actuel président américain, Joseph Robinette Biden, obligé, mais c'est pas la première fois, d'interrompre ses conférences de presse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé, Alexandre Delval? C'est sûr qu'il n'a pas votre pêche, sans vouloir vous faire de compliments, cher André. Et ça, bon, c'est pas de sa faute, mais ça ne gêne pas tant que ça, finalement, le système, ou on l'appelle, certains disent le deep state, le système, moi je dirais l'état profond. Oui, l'état profond, moi je dirais même le pouvoir dans sa complexité, car un pouvoir n'est jamais unique, basé sur une personne. Même en Russie ou même en Corée du Nord, c'est légèrement plus complexe qu'un seul homme, même quand il y a un seul homme apparemment en commande. Donc c'est pas ça le plus choquant. Il a son âge, il a son état de santé. Qu'est-ce qui est le plus choquant alors à votre avis? Ce qui est choquant, c'est qu'il veuille se représenter. Comparément, si on compare d'ailleurs avec Monsieur Trump est beaucoup plus frais au même âge, parce que ce qui compte, c'est pas l'âge de la carte d'identité, c'est l'âge des veines. Et cet homme et je veux pas me moquer de lui d'ailleurs, a beaucoup d'absence. À un moment, il cherchait sa mère, qui était morte depuis 12 ans, c'était il y a quelques années. Une autre fois, il atterrit dans un endroit, il savait pas dans quel pays il était. C'est quand même assez grave quand on est à la tête de la première puissance mondiale, qui en plus livre des guerres un peu partout dans le monde, sans parler de celle qu'elle a suscitée en disant que c'est pas elle. Et donc c'est assez inquiétant, mais en fait finalement il y a un système, il y a une bureaucratie, un deep state et un système qui fonctionne assez bien et qui, contrairement à ce qu'on a dit pendant des années, n'est pas ce ne sont pas des néoconservateurs républicains. Les vrais néoconservateurs viennent de la gauche américaine. Des démocrates. Et ce sont souvent des démocrates ou des anciens gauchistes durs redevenus néoconservateurs et on fait croire qu'ils sont à droite, entre guillemets. C'est presque par hasard qu'ils ont atterri au Parti républicain, qui a une plus grande tradition d'ailleurs isolationniste. Mais en fait, les vrais néoconservateurs qu'on a assimilés à Bush sont essentiellement autour de Biden. Pas Obama, qui était beaucoup moins interventionniste. D'ailleurs, Obama a essayé de faire la paix à un moment avec la Russie. Il a essayé de faire un reset avec le monde musulman. Il y avait quelque chose de relativement sincère dans le pacifisme d'Obama. Le premier Obama, pas à la fin de son mandat. Par contre, Monsieur Biden a accepté et favorisé toutes les guerres depuis une quarantaine d'années. C'est vraiment le cow-boy qui fait croire qu'il est un ange pacifique, mais c'est vraiment quelqu'un qui est aussi radical que George Bush. Et ça, c'est inquiétant parce que finalement, c'est pas lui le seul radical. Autour de lui, il n'y a que des néoconservateurs. On pourrait parler de Nuland ou même Blinken, qui sont très partie prenante dans cette guerre en Ukraine parce que eux-mêmes, plus ukrainiens que les Ukrainiens. Ils sont plus ukrainiens que
les Ukrainiens, et eux-mêmes, c'est pas pour les dénigrer, ils ont le droit d'avoir leurs origines, mais quand vous êtes originaire de pays qui ont des contentieux avec la Russie, cela rejaillit sur votre façon de faire la politique américaine, et en plus ça sert l'industrie le complexe militaro-industriel. Juste pour la petite histoire, Kamala Harris est tout de même la femme de l'ancien lobbyiste en chef et avocat de la plus grande société de fabrique d'armement américaine, Lockheed Martin. Donc on voit bien qu'il y a derrière lui, il y a des gens très sérieux au sens figuré du terme derrière lui, qui sont très contents d'avoir quelqu'un d'ailleurs un petit peu grabataire, ça les arrange. Alors, on va continuer à en parler après cette petite pause. Alexandre Delval, c'est très intéressant de savoir surtout où on en est aujourd'hui entre le G20, entre les BRICS, entre Xi Jinping, Biden, dont on a parlé, Trump et Poutine. 11 septembre 2001, 11 septembre 2023. Et nous sommes toujours avec Alexandre Delval, qui, je rappelle, sort vers le choc global aux éditions L'Artilleur, fin septembre, le 28 septembre à la fin du mois, et on le recevra bien sûr. Mais Alexandre Delval, à l'époque, on disait quand même que oui, il y a eu, ça a été terrible, l'Amérique effectivement frappée au cœur à New York, c'était pas arrivé depuis la guerre de sécession et même avant. Mais on a dit quand même, il y a eu la guerre d'Afghanistan, il y a eu l'Irak, il y a eu tout ce que vous savez, la Libye, enfin, toutes les ondes de choc. Et puis on a dit quand même, Al-Qaïda a été vaincu, même Daesh a été vaincu. Et vous vous dites, attention, Al-Qaïda a été vaincu. Non, il y a eu une victoire psychologique qui a duré de l'islamisme radical et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Oui, alors on a pas mal d'universitaires américains. Ouais. J'incite nos auditeurs à aller voir sur Internet, il y a beaucoup de documentation là-dessus, qui ont constaté quelque chose d'assez contre-intuitif. Depuis le 11 septembre 2001, on n'a pas vu des musulmans abandonner l'islam, ou des intégristes devenir modérés par horreur, par indignation de ce qui s'est passé. On n'a même pas vu des Occidentaux devenir assez critiques sur les textes, dans la mesure où certains textes, pas tous, incitent à la violence. On a vu un phénomène assez impressionnant d'accélération des conversions à l'islam, et pas à l'islam de l'eau de rose, comme dit pas l'islam modéré, disons, qui existe. Pas l'islam qui, à un moment, était à la mode aux États-Unis. Il y a pas mal d'études là-dessus. Dans les années 60, il y avait une mode de l'islam soufi. Et c'était très sympathique d'embrasser un islam modéré soufi. Non, après le 11 septembre, on n'embrasse pas l'islam soufi. On a une accélération chez les musulmans et chez les non-musulmans, y compris des latinos et des blacks protestants et évangéliques, etc. On a une progression assez fulgurante des conversions à l'islam politique et à l'islam radical. Je ne parle même pas du djihadisme, mais à l'islam radical, à l'islam qui veut le califat, l'islam des frères musulmans qui veut le califat, c'est-à-dire c'est l'idéologie d'Al-Qaïda en soft. Donc c'est assez extraordinaire de voir que plus on tue au nom de l'islam, eh bien plus il y a finalement une victimisation des musulmans, pas que par les musulmans, d'ailleurs souvent c'est des officines antiracistes et wokistes dont vous parliez avant, et plus il y a finalement une publicité extraordinaire livrée en faveur de l'islam, dont aucune autre religion ne bénéficie. Est-ce que vous voyez souvent, lorsqu'un catholique fait quelque chose de condamnable, des gens qui disent « mais le vrai catholisme est merveilleux ». Le vrai catholisme est extraordinaire. Le vrai catholisme, il est amour et paix. L'évangile est un texte extraordinaire. On voit très rarement ce genre de justification. Mais à chaque fois que l'on tue au nom de l'islam, et ça arrive pratiquement tous les mois ou toutes les semaines en France, directement djihadiste ou en tout cas, si c'est pas un djihadiste, souvent quelqu'un qui est musulman, bien entendu, moi je pense qu'il faut surtout pas que ça suscite, bien sûr, de la haine. Pas amalgamer et de l'amalgame. Tous les musulmans. Le souci de l'amalgame est tout à fait légitime, mais ce qui est impressionnant, parfois, après un attentat islamiste, on voit plus de voix s'élever contre le risque de l'amalgame que contre l'horreur de la personne qui a été massacrée à coups de couteau ou qui a été décapitée. Et ça, c'est assez impressionnant, et c'est la vraie victoire d'Al-Qaïda, de susciter un victimisme des musulmans et une absence de remise en question qui n'aide pas nos amis musulmans à se débarrasser de tout ce qui est radical ou totalitaire dans certains corpus, je précise, c'est pas l'islam, c'est certains corpus de la charia qui incitent à la violence. Oui, mais alors, Alexandre Delval, d'accord, alors vous dites, c'est intéressant d'ailleurs, que effectivement on n'a pas constaté un reflux. Mais quand même, quand on regarde la géopolitique d'aujourd'hui, et vous vous y intéressez au moins autant que tout le monde, quand même, regardez ce qui se passe en Arabie Saoudite, regardez ce qui se passe avec l'extraordinaire
les plaques tectoniques du monde qui ont bougé. Oui. Regardez ce qui se passe quand même dans les territoires où on disait c'est le hub de l'islam radical, de l'islamisme radical, etc. Or là, effectivement, ça change aussi beaucoup. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas là un il y a les deux balancier? Il y a les deux. Il y a en Iran une société qui est peut-être la moins islamiste aujourd'hui, qui en a marre d'avoir goûté. Sauf pour les voiles des femmes. Hein. Bien sûr, ils sont chiites, donc je sais que ça n'a rien à voir avec Al-Qaïda, mais en Iran, ce qui a lancé la mode du radicalisme islamiste, il y a un ras-le-bol. Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle. En Arabie Saoudite, il y a un nationaliste, comme en Égypte ou comme dans les Émirats, qui promeut un modèle anti-islamiste, c'est-à-dire qui est musulman, qui accepte un modèle musulman même assez conservateur, mais qui ne veut plus l'exporter comme un virus pour contrer ici le communisme ou là l'Iran chiite. Ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, on a un déplacement du hub. Aujourd'hui, l'Asie, le sud-est asiatique, est en pleine explosion islamiste. Il y a vraiment un succès extraordinaire de l'islamisme radical, tant politique que djihadiste. Où ça, par exemple par exemple, le sud des Philippines, le sud de la Thaïlande et des États musulmans comme la Malaisie ou l'Indonésie. Tous les chercheurs ont bien constaté depuis des années et même le Bangladesh, qui était beaucoup plus laïque que son frère le Pakistan. Tous ces pays ont connu une radicalisation islamique tant par le djihadisme que par l'islamisation politique qui en général va avec. À chaque fois qu'il y a des campagnes d'attentats contre des blasphémateurs, etc., comme par hasard, quelques temps plus tard, les pays adoptent des lois contre le blasphème. Ça montre bien que ça marche. Quand les islamistes ont frappé en Algérie dans les années 80-90, ça a suscité l'ère Bouteflika, qui a fait adopter des lois qui condamnent le blasphème, qui condamnent la conversion au christianisme. Donc ça marche. Quand les islamistes tuent, ils donnent envie aux États en place d'adopter des mesures plus conservatrices en croyant que ça va couper l'herbe sous le pied des islamistes, mais ça aboutit à l'inverse. Et on pourrait parler de l'Afrique. L'endroit aujourd'hui, il y a rien que le Mali et le Burkina Faso, 20 000 morts en 2 ans. On est à 20 000 morts sur cette petite zone, des zones très rurales. Sans parler du Nigeria. Sans parler du Nigeria. Aujourd'hui, j'en parle dans mon livre, même au Mozambique, on a des villages entiers qui sont assaillis par des gens qui viennent du Nord, et à chaque fois, 50, 60 têtes coupées. Personne n'en parle. Ça n'a aucune importance dans nos médias, parce que nous, en Occident, on s'intéresse à l'Ukraine, mais ce qui se passe en Afrique, qui est en pleine décomposition, ça n'a aucune importance pour nous. L'Afrique paye le tribut le plus lourd au djihadisme, et regardez Tombouctou, le lieu du soufisme maraboutique de cet islam africain tolérant, un peu imbriqué avec des religions un peu africaines totémistes. Cet islam-là est totalement hors la loi. Tombouctou aujourd'hui est prise d'assaut, vous savez qu'il y a un blocus, et les autorités locales n'arrivent pas à dégager ces islamistes qui prennent d'assaut le pays. Et pareil au Nigeria, ça va même jusqu'à la Côte d'Ivoire, des pays qui ne connaissaient pas cela. Donc ce que vous dites, Alexandre Delval, c'est très intéressant. Donc 22 ans après le 11 septembre 2001, au fond, il y a effectivement une vague nationalisme et d'un islam qui se veut d'abord nationaliste et indépendant et pas du tout intégriste et califal. Et puis il y a le reste, et le reste est tout aussi important. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est match nul, ou vous pensez qu'au fond, on peut dire 22 ans aujourd'hui, que la vague islamiste radicale continue de plus belle? Oui, elle continue, parce que finalement le djihadisme a été vaincu territorialement. Ceux qu'avait anticipé Daesh bien avant, El-Shishani, qui était le numéro 2 de Daesh et porte-parole et chef de plusieurs opérations, avait dit « Quand nous perdons des territoires, l'occidental croit que nous avons perdu, mais le seul territoire qui compte, il est virtuel, c'est le territoire du Coran et du projet de la charia. » Or, analyser à chaque fois que quelqu'un est tué, que ce soit un gros attentat ou un petit attentat au couteau dans un lycée, on parle des leitmotifs, on parle de la radicalisation de ce monsieur. Il y a même sa maman qui dit qu'il était gentil, et d'autres qui disent oui, il était atterré par l'islam, mais il n'était pas criminel, etc. Puis après, on va dire, il avait un projet, il croyait au califat, il aimait la charia, il pensait que les femmes musulmanes étaient persécutées, que la France laïque persécutait nos sœurs pudiques qui ne veulent pas être comme toutes ces femmes en mini-jupe, elles veulent juste être habillées décemment, effectivement, elles ont le droit de s'habiller comme elles veulent. Et donc cette victimisation a progressé, c'est extraordinaire. Le résultat d'Al-Qaïda, c'est que finalement, la publicité envers cette religion, en mal, qu'on en parle en mal, parce que ça les intéresse aussi, ou qu'on en parle en bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'il faudrait des millions et des centaines de millions pour avoir l'équivalent en termes de publicité achetée. Sauf que là, c'est gratuit. Chaque attentat, c'est une pub gratuite envers l'islam en bien,
ou en mal. Parce que dans le marketing, ce qui compte, regardez Benetton, vous savez, dans les années 90, ils ont été les premiers à faire du marketing crash, avec du sang, des choses assez dégoûtantes. Eh bien, c'est ça. Le marketing, il fonctionne même quand quelque chose est choquant. Et l'islamisme, plus il tue, plus il impressionne ceux qui sont fascinés par la violence, et beaucoup de gens sont comme ça. Regardez les Corses ou les Basques. Leur terrorisme n'a jamais suscité une prise de conscience et une indignation comparable à celle que l'on a envers des simples idées d'extrême droite. Non, mais ce qui est assez étonnant, des idées d'extrême droite non violentes suscitent beaucoup plus d'indignation, voire même de loi et de condamnation que certains actes commis ou certains soutiens au terrorisme de certains identitaires anti-État. C'est-à-dire l'identité qui est acceptée aujourd'hui, c'est celle du radical, de celui qui n'est pas occidental, celui qui est musulman ou qui parle au nom du Sud global. En fait, ce qu'on peut espérer, mais votre analyse évidemment en tient, c'est que les terrifiants pépins de la réalité ne soient pas seulement terrifiants et que les pragmatiques pépins de la réalité aussi un peu, non pas l'emportent, mais fassent l'équilibre. En tout cas, on en reparlera très bientôt, Alexandre Delval, avec vous et avec votre prochain livre vers le choc global, parce que choc global, vous voyez, 22 ans après le 11 septembre, et ben le choc est de plus en plus et de mieux en mieux, hélas, global. Et il va être global parce que s'il y a une dédollarisation en cours, il y aura une guerre. L'Amérique fera 100%, de manière certaine, une guerre à ceux qui mettront en œuvre la dédollarisation. Ça va être difficile, mais s'ils y arrivent, ce sera un des motifs parmi tant d'autres de guerre globale. Eh bien écoutez, voilà, sur ces